Sud Radio, Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Frédéric Brindel. Alors ne soyez pas surpris, Jean-Jacques Bourdin sera bien là demain pour une émission spéciale qu'il enregistre tout à l'heure. Et vous y êtes conviés si vous habitez à côté de Quissac. Ça se fait au foyer de 18h à 20h. La parole aux Français en partenariat avec le Midi Libre. Jean-Jacques Bourdin animera le débat avec le directeur de rédaction Olivier Biscaye. Et vous écouterez tout cela demain à 7h là, au moment où je vous parle. Bref, vous avez tout compris, vous êtes sollicités. Et maintenant, place au débat. Le sport doit-il s'adapter aux contraintes religieuses ? Évidemment, derrière tout cela, l'affaire mettant en cause l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, accusé de propos racistes par son ancien directeur au moment de son passage dans le club de Nice. Il fustigeait la sociologie des joueurs de son vestiaire, dit Julien Fournier, au sujet de Christophe Galtier. Mais au cœur de cette affaire, c'est bien la question religieuse avec la gestion de la période du Ramadan. Pour en parler avec nous, pour en débattre, vous déjà les auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300, le sport doit-il s'adapter aux contraintes religieuses ? Vous nous donnez votre avis. Deux spécialistes sont avec nous. Médéric Chapiteau, sociologue, spécialiste de la radicalisation dans le sport. Bonjour Médéric. Bonjour Frédéric. Chérif Guémour, journaliste fondateur de SoFoot, journaliste bien connu, spécialiste qui est plutôt dans le genre permissif sur la question. Bonjour Chérif. Bonjour, c'est un des fondateurs, pas le fondateur. Ouais, c'est vrai. Mais c'est une belle aventure collective. Oui, bien sûr. Un peu comme le football finalement. On fête nos 20 ans cette année. Joyeux anniversaire, je vais vous le chanter. Merci. Bon, juste un mot, on est bien d'accord Chérif. Bon, bien sûr, il y a des propos qu'il faudra éclaircir, le contexte de Nice, etc., etc. Mais derrière tout cela, le cœur de la problématique, c'est la gestion du Ramadan, on est bien d'accord. C'est ce qui ressort de cette histoire Galtier sur un sujet de fond sur lequel on peut vraiment aujourd'hui réagir. Oui, mais ça avait déjà commencé avec les propos de Comboiré, je rappelle. L'entraîneur de Nantes. L'entraîneur de Nantes, qui était assez large, assez ouvert sur les entraînements. Ouais. Donc, il arrivait à gérer, il avait dit, parce que on n'en a pas beaucoup parlé, on est resté sur le fait que lui, il ne souhaitait pas aligner des joueurs qui faisaient le Ramadan les jours de match. Ouais. Et en l'occurrence, c'est ce qu'il a fait avec l'Algérien Jawen Adjan, qui a été écarté et qui n'a pas pu être titulaire. Voilà, mais pour le reste du temps, c'est aux joueurs qui ont le libre choix de pouvoir reporter le Ramadan, mais ça, je pense qu'on va en reparler après. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et par contre, pour les entraînements... Antoine Comboiré était plutôt large. Oui, oui. C'est surtout les jours de match qui ne souhaitaient pas aligner des joueurs qui pratiquent le jeûne. Bon, ce qui semble quand même, messieurs, assez logique. Alors moi, à titre personnel, je viens du journalisme sportif. J'ai toujours entendu les coachs être très préoccupés de la gestion nutritionnelle, du repos, de la récupération concernant le sport de niveau. On est bien d'accord, Médéric Chapiteau, qu'il y a, de par nature, une antinomie entre le suivi du jeûne et la pratique du sport de haut niveau. C'est compliqué en fait. C'est compliqué à la fois pour les entraîneurs, à la fois pour les joueurs qui sont de confession musulmane et qui veulent pratiquer leur spiritualité. C'est compliqué pour tout le monde, pour deux raisons principales. Enfin, je dirais qu'il y a 4 raisons qui sortent. La première, c'est la santé. Il ne faut pas oublier que les joueurs sont en fragilité, même si on a le cas de Benzema qui a montré que c'était... mais c'est un cas à part, à mon avis. Et les études scientifiques, à la fois médicales, sont quand même assez clair sur le sujet. Il y a des risques. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout généraliser non plus. Il faut simplement notamment prendre des risques de claquage, d'hypoglycémie, etc. Donc la notion de santé, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est lié à celui-ci, c'est la responsabilité du club s'il y avait un problème pendant le match. Il ne faut quand même pas le prendre en compte. Le deuxième point, c'est la performativité. Vous l'avez évoqué tout de suite, pour Comboiré ou autre, c'est est-ce qu'il est possible de performer ? Benzema a montré que oui, mais dans la plupart du temps, ça peut être une difficulté et c'est à l'entraîneur de faire le choix, parce que chaque être réagit différemment face au Ramadan et donc par rapport aux jeunes, et donc par-delà cette réaction, il peut y avoir des baisses de performance. Le troisième point, c'est la spiritualité, j'en termine là-dessus, et ça c'est important, et je reviendrai sur l'éducabilité à plus tard. Parce que bon, là on parle de la question du Ramadan, ça concerne donc les joueurs musulmans, mais n'oublions pas que beaucoup de joueurs prient par exemple sur le terrain ou font des signes de reconnaissance. Ça était le cas
de Neymar, par exemple, Olivier Giroud, qui est très croyant. Donc, il n'est pas question de dire c'est une problématique de l'islam. C'est déjà sur cette problématique religieuse. C'est quoi, Chérif Guémour, le principe de base? C'est que on est d'accord, la laïcité prime sur la pratique du sport? C'est compliqué. Alors là, il ne faut pas mélanger d'abord les manifestations religieuses qui sont tolérées, c'est-à-dire se signer, sortir un t-shirt et tout ça, même si c'est mal vu maintenant par la FIFA, l'UEFA. Oui, il y a des sanctions. Alors, il y a des sanctions politiques, mais religieuses aussi. Ouais. Oui, non, bien sûr. Il y a des manifestations religieuses sur les terrains et tout, mais là, c'est différent. Avec le ramadan, ça pose des problèmes de santé. De santé physique. Ouais. Et là, c'est un problème sur lequel il faut se pencher. Et pour en venir à ce que disait Médéric, il y a une chose très intéressante, c'est les études médicales qui ont été faites. Il y a eu des études médicales qui ont été faites, malheureusement. Qu'est-ce qu'elles disent? D'abord, il n'y en a pas assez. Ouais. Premièrement, elles ont été circonscrites, à ma connaissance, au football tunisien, intéressant, qui posait la problématique justement de la pratique du ramadan pour des sportifs de haut niveau, c'est-à-dire des footballeurs professionnels tunisiens. Et la conclusion, c'est que oui, ça pouvait interférer sur la santé, alors notamment sur la récupération du sommeil. Oui. Parce qu'il faut savoir, hein, on rappelle pour ceux qui ne le savent pas, le ramadan, c'est entre le lever du soleil et du coucher du soleil. Voilà, c'est-à-dire on peut manger au moment où le soleil s'est couché. Qui est peut-être le moment où c'est le moment de dormir pour les sportifs de haut niveau. Alors voilà, justement, donc, mais c'est très important parce qu'on pose souvent le problème de l'hydratation et de l'alimentation, évidemment, mais il y a aussi la récupération du sommeil parce que on vit en sommeil décalé, entre guillemets. Pour ça, donc, on préconise la sieste et tout ça et tout. Et la récupération, c'est quelque chose de fondamental dans le sens où on peut, a priori, donc, pratiquer un sport de haut niveau tout en pratiquant le ramadan, mais après, il faut voir les conséquences après cette période-là. Parce qu'on rappelle aussi, pour ceux qui ne le savent pas, il y a deux choses. La première, c'est que le ramadan dure longtemps. Plus de 4 semaines. Un mois. Ouais. Et la deuxième chose... il s'arrête le 21 avril, là d'ailleurs. Hein, il a commencé le 23 mars. Alors, mais il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que le ramadan, il est décalé d'année en année de 10 jours. C'est-à-dire que cette année, il a dû commencer fin mars, à ma connaissance. Mais il y a des périodes où le ramadan tombe sur les mois d'été. Oui, et notamment sur des compétitions internationales comme un championnat d'Europe ou une Coupe du Monde. Là, et il y a eu problème d'ailleurs, même en équipe de France, Didier Deschamps avait soulevé la question. Il faut soulever la question, c'est-à-dire qu'il y a des sélections musulmanes où il y a des joueurs, par exemple, je vais prendre l'exemple des joueurs musulmans plutôt. Pendant la Coupe du Monde 2014, il me semble, c'était à la Coupe du Monde 2014. Au Brésil. Il y a des joueurs musulmans dans différentes sélections qui ont fait le ramadan, d'autres qui ne l'ont pas fait. Par exemple, je donne un exemple très précis, Bakary Sagna, il le dit lui-même. Arrière droit de l'équipe de France, à l'époque. De confession musulmane, a préféré ne pas le faire, mais on a la possibilité de reporter. Donc c'est pas si strict que ça, entre guillemets. Par contre, dans d'autres sélections, par exemple la sélection de la Belgique, des joueurs comme Fellaini et la sélection allemande, Özil, eux aussi, qui sont musulmans, n'ont pas fait le ramadan. Parce que, visiblement, ils se sentaient... qu'ils ne pouvaient pas performer pleinement. Alors, Chérif Guémour... Là, je prends des exemples très très précis, très concrets. Et Médéric Chapiteau, nos deux invités, vous réagissez au 0826 300 300, vous nous donnez votre avis. C'est Sud Radio, c'est le parler vrai. Vous êtes au cœur de la problématique, c'est-à-dire certains athlètes de haut niveau adaptent la période du jeûne, adaptent la pratique religieuse. Pour d'autres, il est demandé d'adapter la pratique sportive au service de la religion. Et là, Médéric Chapiteau, vous dites halte. Ouais, c'est là où il faut mettre un stop, je pense, parce que il y a un moment, on parle du sport de haut niveau, mais il faut pas oublier que ça perle, ça ruisselle sur le sportif amateur, et les sportifs amateurs et les plus jeunes notamment qui voudraient s'identifier aux pros se retrouveraient là aussi en difficulté, parce qu'il faut pas oublier que l'encadrement des joueurs professionnels, il est conséquent, notamment d'un point de vue médical pour s'assurer que tout va bien. Ça, c'est le premier élément. Donc ça, il faut quand même pas l'oublier. C'était le quatrième point de tout à l'heure, c'est l'éducabilité sur les plus jeunes. Comme ça, on les a tous fait, on est bien. Maintenant, on est bien. Pour revenir là-dessus, quand je dis stop, c'est pas Médéric Chapiteau qui dit stop. Je veux dire, c'est les instances du sport international avec la règle 50.2 de la charte olympique qui, en 76, a dit pas de démonstration politique, religieuse ou autre. Ça n'empêche pas les gens individuellement de vouloir faire leur ramadan, comme vous l'avez dit, s'ils le souhaitent ou pas.
La question, c'est pourquoi en faire le rendre visible et en faire un argument à un moment qui peut poser des difficultés. Je pense qu'on en parlait en aparté tout à l'heure. C'est pas nouveau. Le Ramadan est pas arrivé cette année sur les terrains de jeu. Ça fait des années, des décennies, des siècles que ça existe et que c'est pratiqué dans le champ du sport. Ouais. Là, on en fait une vitrine qui commence à poser des vraies difficultés parce que du coup, on demande au sport de s'adapter à la religion. Et peut-être aussi à un moment où les exigences du sport de haut niveau sont de plus en plus élevées pour une performance optimisée. Nous marquons une respiration. Dans un instant, nous allons justement aborder un cas concret. Le football en Angleterre, la première ligue anglaise qui régit le plus grand championnat au monde, a permis aux arbitres d'arrêter momentanément des matchs pour permettre à ceux qui suivaient le jeûne de s'hydrater. De son côté, la Fédération française de football a dit non, nous ne nous adaptons pas. Nous en parlons dans un instant avec Éric Borghini, qui est membre du COMEX de la Fédération française de football, et puis bien sûr avec nos invités, Chérif Guémour, Médéric Chapiteau, et puis vous aussi les auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300. À tout de suite. Frédéric Brindel. Vous avez tous entendu parler de l'affaire Galtier. Alors bien sûr, il y a des rivalités avec son ancien directeur sportif, mais au-delà des rivalités, que pose le problème dans un premier degré de lecture? C'est la gestion du Ramadan pour les sportifs de haut niveau. Nous sommes avec deux spécialistes qui nous ont déjà bien éclairés sur le sujet. Vous réagissez d'ailleurs, 0826 300 300, vous les auditeurs de Sud Radio. Est-ce que le sport de haut niveau doit s'adapter aux contraintes religieuses ou contrairement? C'est ce que Chérif Guémour a évoqué. Chérif Guémour, journaliste cofondateur de SoFoot, qui est avec nous, et puis aussi Médéric Chapiteau, sociologue, qui est vraiment le spécialiste de la radicalisation dans le sport. Messieurs, vous êtes avec nous. Avant la petite respiration, nous avions évoqué les deux options. Celle de la première ligue anglaise qui a dit nous adaptons avec les arbitres des périodes d'hydratation pour les joueurs qui suivent le jeûne. Sous-entendu, nous interrompons les matchs. Une demande a été faite pour les matchs en France. La Fédération française de football a dit non. Avec nous, l'un des membres de son COMEX, Éric Borghini. Bonjour Éric Borghini. Bonjour. Bon, j'ajouterai qu'il y a une dizaine de religions différentes en France. Alors va-t-on arrêter de jouer pour s'adapter aux contraintes de chacune des religions? C'est déjà par là qu'il faut prendre le débat. Et donc vous dites non. En effet, j'ai été amené en tant que président de la commission des arbitres à rappeler il y a quelques jours une règle, un principe, c'est que en France s'applique le principe de la laïcité. La fédération est délégataire d'une mission de service public sportif. Elle est chargée au nom de l'État d'organiser les matchs de football sur le territoire national. Et dans le cadre de cette délégation, elle doit respecter, appliquer non seulement ses statuts et les lois du jeu et les règles du football, mais également les règles et les lois de la République. Et ça, Éric Borghini, donc c'est évidemment le principe de base. J'ajouterai que pour le confort de vos arbitres, et ils en ont bien besoin, les pauvres, parce qu'ils sont souvent au cœur de tensions énormes, vous ne faites pas comme aux Pays-Bas, par exemple, où aux Pays-Bas, il a été dit aux arbitres d'entamer une discussion avant le match avec les dirigeants, les entraîneurs, pour savoir s'il y avait besoin de pause. Là, au moins, il n'y a pas de souci et de mettre en difficulté les arbitres non plus. Non, mais bien entendu, nous souhaitons que le football, comme d'ailleurs tous les sports, soit un lieu de cohésion sociale, un ciment entre tout le monde et pas du tout un lieu de discorde. Donc naturellement, si avant le match, un capitaine d'équipe vient voir l'arbitre pour lui dire « Monsieur l'arbitre, j'ai des joueurs qui font le jeûne du Ramadan et il est possible que pendant le match, le jeûne soit interrompu », est-ce que ça pose un problème si à ce moment-là, il s'approche de la ligne de touche pour boire un coup, manger quelque chose, naturellement qu'il n'y a aucune difficulté. Dès lors qu'on n'arrête pas exprès le match pour ça. Voilà, parce qu'on peut très bien avoir une équipe qui est dans une bonne dynamique, et puis l'adversaire qui dit « Ah ben non, et là on coupe les jambes, hein, c'est le principe de la dynamique sportive. » Restez bien avec nous, Éric Borghini. Chérif Guémour, il y a du bon sens dans tout cela, on est d'accord. Alors pourquoi les Anglais décident d'adapter? Là aussi il y a du bon sens de la part des Anglais? Alors je ne sais pas comment ils ont, la fédération anglaise a procédé. Alors c'est la première ligue, en l'occurrence c'est la ligue professionnelle. Bien sûr. Est-ce que c'est à la demande des joueurs? Est-ce que ça a été fait en amont, une décision de... C'est les Anglais, ils ont un rapport à la laïcité, à la religion qui est la leur. Les Pays-Bas ont la leur, la France a la sienne.
L'Allemagne aussi a accepté de. Oui, voilà, c'est ce qui m'avait semblé. Oui, en fait, il y a eu une vidéo virale en Allemagne où des joueurs simulaient une blessure justement pour permettre. Donc, ils ont arrêté la chose tout de suite. On va aller à l'essentiel. Se pose le problème de la rupture du jeûne, de l'heure de la rupture du jeûne. Est-ce que, on peut arrêter le jeu? Parce que il y a des joueurs qui souhaitent pour le jeûne boire un coup, manger 2 dates, on connaît. Et le truc c'est quand il y a j'aime bien l'expression la dynamique du jeu. Est-ce qu'on arrête le jeu? Il y a une équipe qui est menée de 1, il reste 5 minutes à jouer et tout. Est-ce que pour la rupture du jeûne, vous dites c'est possible ou c'est pas possible, Chérif Guémour? Même si la pause ne dure pas longtemps, moi aujourd'hui en tant que simple citoyen, c'est le truc, c'est, je pense, l'idée fondamentale, c'est de faire en sorte que puissent dialoguer pour les arbitres, les entraîneurs, un imam, un docteur de la foi, il faut leur demander, et les médecins. Il faut mêler tous ces gens-là. Mais je suis pas d'accord. La discussion, Éric Borghini, je reviens vers vous, mais l'avis de Médéric Chapiteau. Ouais. Non, là, je pense qu'il y a un moment, il faut savoir dire les choses clairement. C'est non, pour moi en tout cas, et je l'assume pleinement. Et l'imam n'a rien à voir dans les règles du jeu. Si on commence à mettre les imams dans les règles du jeu, on va avoir un problème là, parce qu'après, c'est en amont avec les éducateurs. En amont avec les éducateurs. Parce que là, ça devenait compliqué. Je termine juste. Ça commence à devenir compliqué. Là, en fait, il y a des règles du jeu. Monsieur Borghini l'a bien expliqué. Moi, je reviens juste sur un phénomène qui est important. Je pense qu'on convoque la laïcité à beaucoup de choses. La laïcité, pour faire court, c'est la liberté de croire, de ne pas croire, de ne plus croire. C'est une grandeur de notre pays avec la loi. Mais il y a bien la liberté de croire. Oui, je termine juste ça. C'est important. C'est la grandeur de notre pays de permettre à chacun de vivre sa religion dans notre pays. Pour que ça puisse exister, il y a des limitations et des restrictions. Ces restrictions d'application, elles se font, on l'a vu à l'école, on le sait, c'est la loi de 2004, et elles se font également dans le sport jusqu'à preuve du contraire, quand les fédérations, et le courage de la FFF est à souligner, puisque c'est la seule fédération qui l'a marqué dans ses statuts en article 1, et c'est pas anodin, d'avoir un principe de neutralité. Et on ne doit pas convoquer la religion à toutes les sauces dans une pratique sportive. Parce que sinon, et j'en termine là-dessus, le vendredi, on va arrêter de jouer après-midi parce que c'est le moment de la prière. Le samedi, c'est Shabbat, on joue plus. Et le dimanche matin, on arrête parce que les gens vont à l'église. Donc ça devient ingérable. Éric Borghini, du COMEX de la FFF, vous allez dans le sens de ce que vient de dire Médéric Chapiteau. Absolument, et puis je voudrais ajouter que, si vous voulez, entre l'Angleterre, l'Allemagne, les Pays-Bas, et la France, il y a une grande différence. C'est que nous, le principe, c'est que les communautés vivent ensemble. Chez nous, le principe, c'est la fraternité. Dans ces pays-là, la culture, c'est on se respecte, les communautés se respectent entre elles, mais elles vivent les unes à côté des autres, en se regardant en chaîne faïence, mais pas en étant mélangées. Chez nous, en France, le principe, c'est vraiment la fraternité et que les communautés vivent ensemble. C'est la raison pour laquelle la laïcité, qui est le pendant de la neutralité, voyez, est important, et nous, on doit faire que dans la pratique du sport, on ne mélange pas tout. Bien entendu, il y a des joueurs pratiquants, il y en a qui ne le sont pas, il y a des joueurs musulmans qui ne sont pas pratiquants, et il faut que tout le monde puisse trouver à s'épanouir, à faire société, grâce notamment au football, qui est ma discipline et qui est effectivement la discipline universelle la plus populaire. Bon, maintenant, je crois qu'il est très important de se respecter les uns les autres, et donc en effet de dialoguer. Ça n'exclut pas le dialogue, mais il faut être ferme sur les principes. Ça n'exclut pas le dialogue. Éric Borghini, finalement, et Chérif Guémour et Médéric Chapiteau ont un peu tendu une perche. Alors je la prends. Là, nous parlions du sport professionnel qui est organisé, qui est régenté. Et d'ailleurs, précisons-le, la Fédération française de football n'a pas la main sur l'organisation des compétitions de Ligue 1 et de Ligue 2, puisque c'est la Ligue professionnelle de football. Alors, lançons le sujet. Il y a cette problématique pour les matchs des professionnels, ça d'accord, mais aussi pour le monde amateur. Et là, aujourd'hui, on se trouve en face de situations très compliquées avec l'encadrement professionnel là, qui n'est pas présent, et donc des gens qui se trouvent en face de situations très compliquées à régler, Éric Borghini.
Oui, c'est vrai, mais vous savez, le football amateur n'est pas un football sous-développé. Il y a des gens extrêmement valeureux, extrêmement méritants parmi les éducateurs, parmi les présidents de clubs, les dirigeants et naturellement parmi les arbitres et les acteurs aussi, les joueurs, qui sont responsables et qui sont capables de comprendre, si on prend le temps de leur expliquer, qu'il ne s'agit pas du tout de stigmatiser telle ou telle religion, telle ou telle pratique, mais il s'agit de faire qu'on puisse tous ensemble jouer au football, qui reste quand même un sport qui prône, si vous voulez, dans ses principes, la paix, la rencontre entre les hommes. Voilà. Donc, moi, je crois que si on explique bien, on est bien pédagogue, mais en restant ferme sur les principes, c'est-à-dire en disant, on ne peut pas demander à un arbitre de faire autre chose que d'appliquer les lois. Alors, il peut appliquer les lois du jeu avec intelligence, c'est ce qu'on leur demande, avec discernement, mais vous ne pouvez pas demander à un arbitre de faire ce que la loi lui interdit de faire. Bon. Et ça, voilà, on en parle entre nous, ce sont des choses qui sont... Vous savez, écoutez, moi j'étais arbitre, et il y a 40 ans j'étais arbitre. Le ramadan existait déjà. Le ramadan, ça fait... C'est ce que disait tout à l'heure Médéric Chapiteau. On ne l'a pas découvert aujourd'hui. On n'a pas découvert aujourd'hui. Et moi, à l'époque, je n'ai jamais eu aucun problème, que ce soit dans les compétitions amateurs de ligue, dans les compétitions amateurs de district, avec le ramadan. La question ne se posait pas à l'époque. Mais là, elle se pose. Là, elle se pose. Et voilà. Je vais vous dire, moi, mon point de vue. Et on va conclure avant la petite respiration. Allez-y, oui. Oui, voilà. Moi, je pense que quand un joueur demande à un arbitre de faire la pause du ramadan, d'arrêter le match pour faire la rupture du jeûne, et quand un arbitre accepte cela, ils posent tous les deux actes politiques. Et ça, c'est pas possible parce que dans le football, on ne fait pas de politique. Message reçu. Merci Éric Borghini, membre du COMEX de la Fédération française de football. Dans un instant, Chérif Guémour voulait revenir sur ses propos. Chérif vous dira ce qu'il en pense. Médéric Chapiteau aussi. Nous évoquerons également des pratiques religieuses encore plus développées, peut-être dans le domaine médical, au niveau du sport de haut niveau. On en parle dans un instant. Vous êtes les bienvenus au 0826 300 300. Frédéric Brindel. Et vous êtes toujours les bienvenus à l'antenne au 0826 300 300. L'affaire Galtier, qu'y avait-il derrière? Alors d'un point de vue concret, bien déjà la gestion du ramadan et plus généralement, et c'est la question que nous posons avec nos invités, est-ce que le sport de haut niveau, mais le sport en général, doit s'adapter aux contraintes religieuses ou contrairement? Pour en parler, Chérif Guémour, journaliste cofondateur du journal SoFoot, et puis Médéric Chapiteau, sociologue, grand spécialiste de la radicalisation dans le sport. Nous venons de faire le point, messieurs, vous les invités, nos deux invités, avec la Fédération française de football. On a parlé bien sûr du sport professionnel. Peut-être revenir avec vous, Chérif Guémour, sur une constatation, notamment par rapport au sport amateur, au football amateur, qui aujourd'hui a des problèmes pour s'organiser par rapport à tout cela. Oui, c'est pour ça que je disais qu'il fallait un encadrement général entre le sportif, le médical et le religieux. Et ça, il faut l'adapter, notamment avec les jeunes, les équipes de jeunes et tout, qui sont informés, ceux qui pratiquent leur religion. Ils doivent être encadrés et il faut la vie. C'est incontournable pour vous, Chérif, parce que notamment la pratique du ramadan est de plus en plus développée chez les jeunes garçons. Oui, parce que c'est une évolution sociologique de la pratique religieuse en France. Voilà, il y a des jeunes garçons. J'ai l'impression que c'est plus qu'avant. Donc il y a des joueurs qui pratiquent leur religion et qui ont besoin à la fois, je répète, un encadrement sportif, éducatif, religieux pour certains. C'est-à-dire qu'avec cet encadrement, avec ces encadrements, ça les évite de partir sur des directions qui peuvent être dangereuses, par exemple. Je vais être précis. Non, pas du tout. Je vais prendre l'exemple de Giroud. Oui. Giroud a été ancien grand entraîneur de la JOCR. Donc voilà, il se demandait l'avis à l'imam sur comment que ça s'appelle, sur comment que ça se passe, comment on peut aménager, et puis aussi il demandait l'avis au médecin. Une fois qu'il avait tous ces éléments-là, on pouvait encadrer pour que ça se passe de la meilleure des façons possibles. Médéric Chapiteau, sur les centres de formation notamment. Moi je suis partagé, c'est ce qu'on évoquait, je vais revenir dessus. Pour moi, l'encadrement, il est sportif, il est médical et il est républicain. Républicain au sens de la citoyenneté. Je ne crois pas, notre République a fait ce qu'il fallait avec le principe de laïcité. Je crois effectivement que les religions ont toute leur place sur le territoire national, que chacun ait besoin
besoin de spiritualité, quelle que soit sa religion, avant un match ou une compétition sportive, ça s'entend. Par contre, il ne faut pas se tromper. Ça se passe dans les lieux de culte, sur le terrain de jeu, c'est les lois de la République qui s'appliquent. La religion reste à l'extérieur des lois du jeu, pas en tant que personnel, en tant qu'encadrement, en tant que structure, des maires de ville ont eu des problèmes pour des programmations de matchs. Hein, moi, je peux vous donner un exemple qui date d'il y a 3 semaines, 1 mois. Sur une finale de match, sur un match qui était programmé, qui devait se dérouler qui devait démarrer à 18h30. Une des prières s'est terminée commencé à 19h10. Le district ne pouvait absolument pas décaler sur motif religieux, puisque ça a été rappelé par la fédération. Donc on est allé voir le maire de la ville, et le maire de la ville a décalé en prétextant un problème technique sur le stade. Et on l'a décalé à 19h30. Donc si vous voulez, au bout d'un moment, quand on en arrive là, c'est que les lois de la religion sont passées sur les lois du jeu. On n'est plus dans les principes de la République, on n'est plus dans le principe de laïcité de nos pères de 1905. Et je pense que là, on a franchi un Rubicon qui commence à devenir difficile à gérer pour les sportifs amateurs qui ne sont pas sous-développés, mais qui ne bénéficient pas de l'ensemble des services d'un club professionnel. Ça fait des discussions, des débats et donc forcément des tensions. Vous évoquiez la question médicale. Je vais accueillir Christine Détombe qui est avec nous en duplex. Vous avez mené, Christine Détombe, alors vous êtes membre de l'ADFI, une association, membre bénévole. Vous avez mené une enquête sur l'entrisme de la médecine prophétique ou la fameuse IJAMA dans le sport. Alors le journal Le Parisien avait dévoilé des extraits d'une enquête commandée par la mission interministérielle de vigilance et de la lutte contre les dérives sectaires. Il y a aujourd'hui, vous dites, Christine Détombe, une mainmise aussi sur les pratiques sportives, sur l'accompagnement médical de la part de la religion. C'est ça votre propos. Bonjour à vous, Christine Détombe. Bonjour Monsieur Brindel et bonjour à vos invités et aux auditeurs. Je ne dis pas qu'il y a une mainmise de la religion, je dis qu'il y a une mainmise de certains praticiens. Ce n'est pas forcément organisé par la religion elle-même, mais par des praticiens autoproclamés qui souhaitent prendre en main la santé de certains sportifs parce que ça peut leur attirer à eux-mêmes une certaine notoriété. Alors il y a 2 choses qu'il faut rappeler, Christine Détombe. On se souvient notamment des Jeux Olympiques de Rio, c'est en 2016, avec une technique, donc en fait c'est une technique qui est visible, parce que il y a une ponction du sang par des ventouses. Et donc nous avions vu l'Américain Michael Phelps, grande star de la natation, avec ces traces-là. Donc il y avait eu, dans un premier temps, on va dire, un effet de mode, comme c'est souvent le cas dans le sport de niveau. Mais au-delà de ça, vous dites que certaines religions finalement se sont accaparées cette technique pour développer en fait des principes et d'entrisme religieux. On parlait de radicalisation dans le sport, c'est cela que vous dites, Christine Détombe. Oui, tout à fait, parce que là, il s'agit à nouveau d'islamisation de la connaissance, d'islamisation de la médecine et aussi l'adoption de normes comportementales qui n'ont rien à voir avec le sport, quoi. Donc, quand on voit Karim Benzema produire sur ses réseaux sociaux des photos très régulièrement de ces séances de hijama, où on voit qu'il y a eu des ventouses et qu'il y a eu ponction de sang, il y a un effet de buzz instantanément et c'est en fait une démarche prosélyte quelque part. Voilà. Alors au-delà bien sûr de la démarche spirituelle, il y a aussi le danger médical. Ça, vous avez mené l'enquête et effectivement, en fait, on se retrouve avec toutes ces médecines parallèles et on ne parle plus là simplement de la hijama, mais c'est quelqu'un qui vous dit arrêtez de manger du beurre et vous n'aurez plus de cancer. C'est un peu ça l'idée aujourd'hui. Ouais. Exactement. Il y a un dévoiement total de la science. On en revient à des pratiques qui sont même pas toujours religieuses, mais de toute façon ésotériques, magiques ou tout simplement charlatanesques. Ouais. Et le manque de connaissances scientifiques, que ce soit de la part des malades ou des praticiens, fait que ces pratiques ont le champ libre.
Vous dites que c'est associé à la diététique halal, au port du voile pour les jeunes sportifs. Alors on sait notamment que dans la loi sport, qui a été promulguée le 24 février 2022, cette loi n'interdit pas le voile en compétition. La loi finalement permet à l'islam radical de pénétrer dans le monde du sport. C'est un petit peu ce qu'on en ressort. C'est ça votre point de vue? Je ne suis pas certaine que le voile soit autorisé en compétition. En France, de toute façon... La loi n'interdit pas le voile en compétition, la loi du 24 février 2022. Pourtant, dernièrement, certaines sportives ont été privées de compétition. Je pense à Sally, une basketteuse qui n'a pas pu participer à son championnat parce qu'elle refusait d'ôter son voile. Donc, non, les fédérations continuent d'appliquer les principes de laïcité. Parce qu'il y a des principes, et je parle sous le contrôle de Médéric Chapiteau, il y a des principes qui sont édictés par les fédérations internationales. Et c'est bien ça la différence avec la loi qui a été votée en France. Vous confirmez, Médéric Chapiteau? Oui, les fédérations sont souveraines. Ça a été évoqué tout à l'heure avec l'intervention d'Éric Borghini sur le principe de délégation. Il n'y a pas une délégation de service public au sens large, juste sur la partie recrutement des athlètes de haut niveau, les équipes de France et les compétitions sportives. Et dans ce cadre-là, les fédérations édictent de leurs propres règles d'usage qui suivent ou pas les réglementations des fédérations internationales. La fédération nationale de chaque discipline est souveraine dans son pays pour pouvoir appliquer les règles. Alors, Chérif Guémour, sur cette question, bon, évidemment, Karim Benzema est un immense champion. On est d'accord qu'à chaque fois que Karim Benzema prend la parole, il est suivi. C'est une idole, c'est une icône. Ouais. Oui. Moi, je reste dans le domaine du sportif. Après, ce qu'il fait. C'est pour ça que je vous pose la question sur la partie sportive. Après, sa communication, que ce soit sur le sport, la religion, les belles voitures, ses enfants qui le met sur les réseaux sociaux, ça le regarde. Mais quand il dit quelque chose, il est suivi et c'est aujourd'hui un exemple. Ah oui, très certainement. Bon, on l'a vu avec l'affaire Giroud, qui a un peu divisé l'ensemble du football français. Giroud contre Benzema, Benzema contre Giroud, oui, incontestablement. Après, pour les répercussions de ces messages religieux, je ne peux pas le quantifier, je ne peux pas le juger, je ne peux pas le mesurer. C'est pas grand-chose à dire dessus. Médéric Chapiteau. Sur les travaux précurseurs de Christine Detombe, sur le sujet, c'est vraiment elle qui a mis en lumière ces pratiques dans le champ du sport au niveau national. Il faut quand même rappeler que lorsque c'est pratiqué par des sportifs, comme vous l'avez dit, Benzema, Phelps et autres, c'est automatiquement repris par des amateurs et par des plus jeunes qui rêvent de devenir les Benzema, les Phelps de demain. Il faut savoir qu'en France, il y a eu plusieurs condamnations pour exercice illégal de la médecine avec l'usage de ce qu'on appelle la hijama, les ventouses. La pratique des ventouses, elle a traversé les siècles aussi, il ne faut pas l'oublier, sauf que là, on a un avis du Conseil national de l'ordre des kinés qui dit que ça ne sert à rien. Seuls les médecins peuvent pratiquer les kinés et les ostéos de mémoire. Et donc il faut quand même le prendre en compte parce qu'il y a deux types de hijama. Il y a la hijama sèche, simplement les ventouses, comme on le voit avec Phelps et Benzema visiblement, mais il y a l'humide où on fait des incisions, des scarifications avec du sang. Alors je vais vous donner un exemple qui m'a été transmis à l'époque par Christine, elle m'en voudra pas. C'est d'un boxeur dans le Nord qui venait de subir un KO, les sports de combat étant mon domaine de prédilection, et il a rencontré un praticien qui a dit pour récupérer plus vite du KO, on va faire de la hijama sur la tête. Donc ils lui ont incisé le crâne pour purifier le sang. Donc tout ça teinté d'une religiosité qui pose de vraies difficultés d'ordre médical, de santé publique, et on est complètement à l'extérieur du sport dans ce cas de figure. Très bien, c'était un éclairage important. Merci Christine Detombe pour vos travaux, on aura l'occasion d'en reparler. C'était très clair, on marque une respiration et nous continuons la dernière partie de ce débat. Le sport doit-il s'adapter aux contraintes religieuses? Vous réagissez, vous êtes nombreux au 0826 300 300, vous nous donnerez votre avis et puis on revient finalement à la question, ce qui a déclenché ce phénomène qui tend un peu le monde du football, l'affaire Galtier. A-t-il bien ou mal géré la période du Ramadan avec ses joueurs lorsqu'il était à Nice? On en parle avec vous, à tout de suite. Frédéric Brindel. Un débat passionnant ce matin. Le sport doit-il s'adapter aux contraintes religieuses? Oui ou non? Ou le contraire? Beaucoup de tendances données par nos invités éclairés. Médéric Chapiteau, sociologue spécialiste de la radicalisation dans le sport. Chérif Guémour, journaliste spécialisé et cofondateur de SoFoot. Messieurs, vous nous avez donné votre avis. Je rappelle, tout cela finalement pose la question de l'affaire Galtier. Le Ramadan nécessite un jeûne, rappelons-le. Donc au vu des exigences physiques du sport de haut niveau, un affaiblissement
de la performance. Est-ce compatible? Certains entraîneurs s'en plaignent, certains entraîneurs sont mal à l'aise avec la question. Est-ce un drame de soulever cette question? Probablement pas. Baptiste, au 0826 300 300, vous nous appelez, vous êtes de Boulogne-Billancourt, vous voulez revenir sur la question de laïcité. Bonjour Baptiste. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Bon, vous dites que le sport n'a pas de problème avec la laïcité, déjà. Ouais, moi, si je devais avoir un propos un peu cash en introduction, je dirais que le sport français n'a pas de problème avec la laïcité. Comme la société, il a un problème avec les musulmans. Alors, pas seulement, parce qu'il y a eu un exemple de Médéric Chapiteau. Vous parliez par exemple de certains matchs liés à la religion juive et au Shabbat. Allons-y. Ouais, non, je pense pas que ça soit le cas, puisque effectivement, dans une enquête qu'on a menée sur le terrain, il y a eu un problème dans une région de France avec une équipe qui était quasiment complètement de joueurs de confession juive, ouais. Et ils refusaient de jouer le samedi pour le Shabbat, au point que ça a déclenché de l'autre côté de dire si on fait ça, on arrête de jouer le vendredi après-midi et le dimanche matin pour ceux qui sont de confession catholique. Donc non, je pense pas que ça soit le cas. Je pense qu'il y a toujours eu des musulmans dans le sport et ça continue de l'être et il faut le respecter, c'est comme ça. Mais en même temps, ce que dit Baptiste, Baptiste se base aussi sur les faits. Baptiste, vous, notre auditeur, on est bien d'accord qu'il y a les religions, et c'est pour ça que j'ai souhaité vous reprendre. Maintenant, abordons effectivement, par rapport aux musulmans, la question du jeûne et du ramadan, où là, dans le sport, évidemment, c'est un problème, on va dire, logique et médical. Baptiste. Oui, je suis d'accord. Et dans ce cas-là, du coup, je vais convoquer les glorieux anciens, puisque c'est pas mal parfois de convoquer les glorieux anciens. Je ne sais pas si vos intervenants en ont parlé, mais moi, je suis retombé récemment sur une interview qu'avait donnée Guy Roux, à l'époque où il entraînait la JOCR. Oui, nous en avons parlé tout à l'heure. Ouais, voilà. Ouais. Et qui s'était tout simplement, en bonne intelligence, posé la question de comment je gère le ramadan et le jeûne auprès de mes joueurs. Voilà. Et il avait appelé le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Daniel Boubaker, pour lui poser des questions tout simplement et pour trouver une solution. Et la solution, elle avait été trouvée. Par exemple, il y a un exemple assez marrant, je trouve, c'est que le recteur lui avait dit, quand vous êtes en déplacement, le Coran stipule que si vous êtes dans un déplacement qui est plus long qu'un jour de chameau, donc à peu près 30 km, eh bien vos joueurs ont le droit de rompre le jeûne dans le cadre de leur activité sportive parce que ça pose des problèmes de santé, etc. Voilà, donc, ça c'est un exemple concret. Voilà. Alors c'est un exemple concret finalement d'un pas des uns vers les autres et du pas des autres vers les uns. Chérif Guémour. Non, mais je ne peux que confirmer justement cette approche, j'allais dire, éducative, médicale, c'est toujours c'est par le dialogue qu'on doit aborder cette question. Donc voilà, Guy Roux l'a fait. On parle de Guy Roux, les anciens, mais les actuels, vous les connaissez, notamment Didier Digard, l'entraîneur de Nice, qui lui, je crois, s'est converti à l'islam. Ça doit faire partie de la formation des entraîneurs. Je pense que là, Médéric en sait sûrement plus que moi sur la formation des entraîneurs. Il y a un volet religieux sur lequel les entraîneurs doivent être amenés à savoir appréhender ces questions-là. Je ne sais pas comment que ça se passe à la fédération, par exemple, Médéric Chapiteau. Alors, deux choses par rapport à ça. Je vais revenir sur ce qui a été dit par l'auditeur et il a complètement raison. Par Baptiste. Et là, c'est intéressant parce qu'il a pris un exemple que je connais particulièrement bien, à savoir le principe de convoquer le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Ce qu'il faut savoir et qu'il est important de rappeler, c'est que l'islam n'est pas une religion pyramidale. Voilà. Et donc, si le recteur de la Grande Mosquée de Paris prend une décision, j'ai le même cas dans le cadre du karaté pour un gamin qui refusait de faire le salut, vous savez, martial sur un tapis. Et donc, l'entraîneur a convoqué le recteur de la Grande Mosquée qui lui a fait un courrier pour dire qu'il n'y avait pas d'incompatibilité avec la religion. Sauf que l'imam local a dit non, mais on ne suit pas les préceptes du recteur de la Grande Mosquée de Paris, c'est mes préceptes qu'on met en place. C'était la discussion qu'on avait tout à l'heure. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'il faille discuter, mais pas dans tous les espaces, pas dans l'espace du jeu. Et pour répondre à la problématique de la formation des entraîneurs, non, on ne forme pas les entraîneurs aujourd'hui sur la religiosité, on les forme sur la laïcité et le principe d'adaptation de la laïcité sur le territoire national. Ce qui prend en compte. Et c'est ça qui est intéressant déjà. Et par contre, là où je suis d'accord encore plus, c'est que peut-être que les clubs aujourd'hui doivent se sensibiliser à la gestion du fait religieux pour ne pas faire d'écart ni de langage ni de pratique, tout en rappelant les principes de la République. Baptiste de Boulogne-Billancourt, vous nous appelez au 0826 300 300 sur Sud Radio. Vous êtes en accord avec cela?
Oui, je suis en accord avec ça, dans les grandes lignes. Après, je pense aussi que parfois la société, les institutions sont un petit peu à la bourre avec leur temps, avec la modernité. Et je pense que là, en l'occurrence, sur ce problème de rupture du jeûne pendant le match, etc., moi, je me dis que si j'étais joueur de foot, pas musulman, mais si j'étais joueur de foot, je pense que je simulerais une blessure au moment de la rupture du jeûne pour permettre aux soignants de rentrer. C'est ce qui s'est fait en Allemagne. Non, mais c'est plus tenable. C'est ce qui s'est fait en Allemagne. Il y a une vidéo virale d'ailleurs qui tourne à Sheriff Guémour. C'est plus tenable, ça. C'est plus tenable, effectivement. C'est plus tenable. Ouais. Bah, allez-y, pourquoi ce n'est plus tenable? Non, parce que voilà, il y a l'heure de la rupture du jeûne. C'est à ce moment-là que ça va se produire. Donc, puis, tout le monde. Faut sanctuariser le jeu. Le jeu, on a parlé de la dynamique du sport tout à l'heure. Le match se déroule, voilà, on peut pas aller voir l'arbitre avant un match et lui dire écoutez, à 19h49 il y a la rupture du jeûne. Oui, ça le met dans une situation, déjà le pauvre arbitre, déjà, même pas l'imaginer. Donc déjà il y a la pression du match, du résultat, du public, des joueurs qui arrêtent pas de faire pression sur lui. Donc en plus il doit se mettre dans la tête qu'à 19h49 il y a la rupture du jeûne, qu'il doit laisser les joueurs et tout. Comme l'a rappelé le membre du COMEX dont j'ai oublié le nom, Éric Borghini. Voilà, si ça peut se faire, voilà, il y a un joueur qui a besoin de aller sur le bord de touche, aller prendre un verre d'eau, rompre le jeûne et manger 2 dates et repartir et tout. Voilà. Mais par contre, arrêter le jeu. Après, rappelons-le, Sheriff Guémour, beaucoup de joueurs de football, parce qu'on parle du football avec cette affaire Galtier aujourd'hui, qui sont musulmans. Contournent, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais contournent le jeûne parce qu'ils ont bien conscience que pour la qualité de leur performance, ce n'est pas possible. Oui. Là, par exemple, actuellement, dans tout le Maghreb, il y a des championnats. Et par contre, j'ai pas eu le temps de vérifier comment que ça se passait au Maghreb, si on jouait l'après-midi, en soirée, ou alors tous les matchs sont le soir. Par exemple, en Turquie, les matchs ont été décalés plus tard le soir. Voilà, on rappelle, tout ça, c'est des pays musulmans. Donc, voilà. En plus, tout le monde fait le ramadan, donc on est dans une communion spirituelle à l'échelle d'une population. Maintenant, je ne sais pas, j'ai pas eu le temps de vérifier, malheureusement. Est-ce qu'il y a eu des matchs ce week-end en Algérie? À quelle heure ils ont joué? Comment on l'adapte? Malheureusement, je ne sais pas, j'ai pas eu le temps. Mais il y a une adaptation nécessaire. Alors, je remercie Baptiste, bien sûr, pour son intervention. Mais je vais terminer justement avec vous, Médéric Chapiteau, parce qu'on parle du football. Alors, vous avez évoqué d'autres sports. Vous êtes spécialiste des sports de combat. Moi, je suis spécialiste du cyclisme. Mais par exemple, je vous dis qu'aujourd'hui, si un cycliste professionnel veut respecter le jeûne, il ne peut pas faire de compétition. Tour de France 3 semaines. Tour d'Italie 3 semaines, par exemple, c'est pas possible. Dans des sports, c'est pas possible. Mais dès qu'on aborde non, déjà c'est pas possible pour plein de disciplines sportives. Moi, j'ai quand même entraîné pendant très longues années. J'ai du mal à penser et à croire qu'on puisse faire de la performance de très haut niveau avec un jeune aussi forts qu'on puisse être. Voilà. Dans le cas de Benzema qu'on nous illustre depuis quelques jours, je pense qu'on oublie de nous dire qu'entre-temps, il a quand même énormément de médecins, de kinés qui sont autour de lui pour lui faire du massage, de la récup, que tous les sportifs amateurs n'auront pas. Donc ça, c'est le premier point. Ouais. Faut quand même, la notion d'encadrement, là, pour le coup, elle prend tout son sens. Ce qui n'enlève pas qu'il a des qualités exceptionnelles. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est... Et nous conclurons là-dessus. Pourquoi on se pose cette question? Les musulmans qui, il y a 10, 15 ans, 20 ans, faisaient le ramadan, c'était pas des mauvais musulmans. Ils jouaient au foot de la même manière. J'ai l'impression aujourd'hui qu'on veut en faire une visibilité avec un message idéologique et politique qui transpire, comme l'a évoqué Éric Borghini. Merci Sheriff Guémour, merci Médéric Chapiteau, merci Éric Borghini du COMEX de la Fédération Française de Football, à Christine Détombe aussi pour l'association ADFI, merci à vous les auditeurs. 0826 300 300, vous restez sous pression, chers auditeurs de Sud Radio. Dans un instant, nous abordons la transition énergétique. Tiens, tout le monde en parle. Mais il y a quelqu'un qui vient d'écrire un livre qui s'appelle Les 10 commandements de la transition énergétique. C'est un scientifique, vous le connaissez, Philippe Charlez. Et lui, c'est scientifique, c'est clair. Et du coup, on va éviter de tourner autour du pot. On a les vraies réponses à vous apporter. À tout de suite.